Nous revoilà aujourd'hui donc pour faire la deuxième partie de notre cours sur les mobilités touristiques dans le monde. Donc avant les vacances on avait fait Punta Cana, je vous avais fait une petite vidéo explicative, on avait parlé un petit peu de ce tourisme de masse, des infrastructures mises en place exclusivement pour le tourisme. Donc ça voilà, on a vu tout un tas de choses dans notre étude de cas. Maintenant on change d'échelle, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe un petit peu dans le monde entier et comprendre un peu les dynamiques du tourisme dans le monde. Donc, vous avez cette première carte donc, qui vous montre les activités touristiques dans le monde, toutes les mobilités qui existent, donc les flux, c'est un mot que vous connaissez ça, avec donc les principaux foyers émetteurs, c'est-à-dire les endroits d'où partent les touristes et les endroits où vont les touristes principalement. Je vous ai mis quelques questions, alors bien entendu, c'est de façon très générale, on voit bien que le tourisme c'est un peu partout sur la planète finalement. On n'a pas par exemple les flux des gens qui vont au pôle Nord pour le tourisme, qui vont voir par exemple les aurores boréales. Ça existe, là on les a pas. Mais voilà, c'est vraiment une carte un petit peu générale. Je vais vous mettre sous les yeux les réponses aux questions, et puis vous gardez aussi sous les yeux la carte sur laquelle il faut travailler. Donc, d'où partent les touristes internationaux? Principalement, vous l'avez vu, les trois principaux foyers, c'est aussi l'autre question. Majorité d'Amérique du Nord et d'Europe. Voilà, on a principalement des touristes qui partent d'Amérique du Nord, qui partent d'Europe, donc des pays qui sont plutôt riches, plutôt bien développés. C'est là que partent les touristes. Forcément, quand vous avez de l'argent, vous pouvez voyager, simplement. Ils vont en grande partie en Amérique du Nord et du centre. On va en Amérique du Nord, on va en Amérique latine aussi. On va en Méditerranée. On peut faire d'autres voyages en Europe, ça c'est beaucoup. Et on va en Asie du Sud et de l'Est. Quels sont les trois principaux pôles émetteurs? Je vous l'ai dit. On a l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Donc pareil, des pays plutôt développés, plutôt riches, qui envoient leurs touristes ailleurs dans le monde. Et les principales destinations touristiques sont plus ou moins les mêmes, mais on voit que cette fois on n'est pas au nord de notre ligne nord-sud. Là, les touristes ils vont plutôt au sud. Donc on a principalement l'Europe et surtout la Méditerranée, les pays du Maghreb par exemple. On va en Asie et on va en Amérique du Nord et du Centre aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment juste histoire de bien rappeler qu'on a des foyers principaux et qu'on va vers des destinations qui sont principales. Mais si vous reprenez la carte, on voit bien d'accord que les touristes vont partout dans le monde à plus ou moins grande proportion. Ce qui m'intéressait, montrer comment évoluait le nombre de touristes internationaux depuis 1950. 1950, c'est le début, on va dire, du tourisme dans le monde, pas avant. Vous le savez pas, mais en France, les congés payés, donc c'est-à-dire les vacances payées, c'est 1936. D'accord? Donc c'est quand même assez récent. Non, je n'étais pas née pour ceux qui se poseraient la question. Donc le début des congés, d'accord, 1950 à peu près, et on voit bien que ça explose. Ça va extrêmement vite, d'accord? En 20-30 ans, le nombre de touristes augmente énormément, d'accord? Et on a surtout des zones qui jusque-là n'étaient pas des zones où il y avait des touristes. Je pense par exemple à l'Asie de l'Est et du Pacifique. On voit bien qu'ils arrivent plus tard, donc pas dès 1950. Le Moyen-Orient pareil, l'Asie du Sud pareil. En revanche, l'Amérique, l'Europe, on voit que les touristes commencent assez tôt. L'Europe est l'un des premiers foyers à envoyer des touristes dans le monde, d'accord? Alors que l'Asie du Sud, c'est bien plus tardif. Donc voilà pour ce graphique, il n'est pas simple à étudier celui-ci, d'accord, mais je vous l'avais mis dans votre PowerPoint. Pour répondre à une question, on n'hésite pas à prendre plusieurs chiffres, alors on ne donne pas tous les chiffres, mais on en utilise certains, on dit lesquels sont les plus importants. Et comme ça, on est sûr de bien découper notre graphique ici, notre courbe. Autre graphique, vous avez vu que dans ce chapitre, on utilise les graphiques et on aime ça. Cette fois, on a notre graphique circulaire ou camembert, si vous préférez. Là pareil, donc 4 indications, les moyens de transport utilisés par les touristes, et donc ce qu'on voit principalement à plus de la moitié, d'accord, c'est que les touristes utilisent principalement l'avion. Bah oui, pour se déplacer on utilise l'avion. C'est pas forcément qu'on le peut, alors si on le peut déjà parce que les vols ne sont plus si chers aujourd'hui, d'accord, alors ça reste très cher pour certaines destinations, mais prenons un exemple, si moi je veux partir à Londres un week-end, je prends l'avion à Luxembourg par exemple, ça va pas me coûter très cher, d'accord? Les vols ne sont pas si chers. Donc on prend principalement l'avion, on prend aussi principalement l'avion parce que si je veux aller par exemple en Amérique, je vais pas y aller en voiture, et vous comprenez bien pourquoi, d'accord? Donc on utilise principalement l'avion. On a aussi l'automobile, d'accord, pour se déplacer. On avait vu que les principaux foyers c'était l'Europe et que les touristes allaient beaucoup aussi
en Europe, ben voilà, on peut se balader en Europe en voiture ou en bus. Ça, c'est facile. Et on a un petit pourcentage pour le bateau. Alors ça représente principalement les croisières. Souvenez-vous, Punta Cana, on fait des croisières dans les Caraïbes en bateau. Vous avez les pubs à la télé. Enfin voilà, vous avez vraiment des croisières par bateau, ça se fait énormément. Et vous avez seulement 2% pour le train. D'accord ? Le train, c'est plutôt réservé aujourd'hui aux déplacements à l'intérieur d'un territoire. C'est plus tellement pour le tourisme, ou alors moins. D'accord ? L'avion, véritablement, reste le principal moyen de transport utilisé par les touristes. Enfin, je vous ai mis un petit exemple du tourisme vert au Costa Rica. Il y a plein de formes de tourisme aujourd'hui. D'accord ? Il y a le tourisme... Alors le tourisme de mémoire, on aurait pu le voir aussi, le tourisme de mémoire par exemple, c'est si vous allez, je sais pas, à Auschwitz-Birkenau en Pologne, vous êtes des touristes qui allez voir un moment de l'histoire extrêmement noir, extrêmement difficile, extrêmement douloureux, et c'est un tourisme de mémoire, c'est pour se souvenir de ce qui s'est passé, par exemple. Donc vous avez bien sûr le tourisme balnéaire, ça c'est quand on va se baigner à la mer. Vous avez le tourisme d'aventure, je sais pas, vous allez visiter des grandes forêts amazoniennes, le Grand Canyon, vous faites des treks. Vous avez le tourisme sportif, le tourisme médical, ça existe aussi. Vous allez vous faire soigner dans un autre pays, par exemple, parce que c'est moins cher. Qu'est-ce qu'on a comme forme de tourisme encore ? Le tourisme religieux. Hein, on a énormément de gens, par exemple, qui empruntent en France, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord, et qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pour un tourisme religieux, alors chrétien ici, d'accord. Quand les musulmans font leur pèlerinage, on parle aussi de tourisme religieux par exemple. Donc on a tout un tas de formes de tourisme, et aujourd'hui le tourisme dont moi je voulais vous parler, c'est le tourisme vert, ou on dit aussi écotourisme. Donc c'est un tourisme en fait pour respecter la nature, pour aller voir la nature, aller observer la biodiversité. Donc ça c'est à l'opposé du tourisme de masse à Punta Cana. Souvenez-vous, à Punta Cana, on déforeste, on enlève les forêts, et on aménage des grands complexes hôteliers, on supprime vraiment l'espace naturel pour en faire un espace uniquement pour les touristes. Et ben là c'est le contraire. Quand on va au Costa Rica par exemple, en plus le pays protège ces zones, donc il protège les zones naturelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans un parc naturel par exemple, on ne peut pas faire un feu de camp, on ne peut pas camper, on a absolument interdiction de jeter quoi que ce soit par terre, d'arracher des plantes, d'arracher des fleurs, voilà, tout ça est protégé. Donc le but vraiment c'est juste d'aller voir la nature, d'aller voir la faune et la flore. C'est à l'opposé du tourisme de masse. Et ça se développe de plus en plus. On veut aller voir ces espaces protégés de l'homme, en fait, simplement. Donc voilà pour cette forme de tourisme. Donc là, petite question, une petite mise en perspective, on fait ça assez rapidement, il n'y a pas de grosses difficultés. Vous avez ensuite la trace écrite de votre cours. Alors, première sous-partie, on rappelle qu'il y a plus d'1 milliard de touristes internationaux. D'accord ? Aujourd'hui, on a plus d'1,1 milliard de déplacements touristiques internationaux, ce qui est 3 fois plus qu'en 1960. C'est énorme. D'accord ? Donc on a véritablement multiplié le tourisme. Le tourisme, c'est vraiment, vraiment, vraiment une des mobilités aujourd'hui de nos sociétés. On a vu qu'il y avait il y a 2 types de migrations. Vous avez les migrations parce que vous quittez un pays, parce que vous êtes en danger, parce que vous êtes réfugié climatique, parce qu'il y a des guerres, etc., etc. Et l'autre mobilité très importante aujourd'hui, c'est le tourisme. On se déplace pour faire du tourisme, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 100 ans, par exemple. D'accord ? On ne se déplaçait pas pour faire du tourisme, ça n'existait pas. Donc le tourisme, véritablement, flux et mobilité extrêmement importante. Je vous ai quand même mis, attention, ces flux internationaux ne concernent que 15% de la population mondiale. Bah oui, ce sont les plus riches, d'accord, qui se déplacent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne vous déplacez pas. Si vous habitez dans un pays pauvre ou en difficulté, vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, vous devez travailler, vous n'avez pas, par exemple, de congés payés, vous n'avez pas la sécurité aussi de dire, bah tiens, si je pars 15 jours en vacances, est-ce que je vais retrouver mon emploi ? Est-ce que je serai payée même si je suis en vacances ? Enfin voilà, il y a des pays où cela n'existe pas. D'accord ? C'est ce que je vous ai mis ensuite. L'essor du tourisme est favorisé par l'enrichissement des populations dans les pays du Nord et depuis peu dans les pays émergents. D'accord ? C'est pour ça qu'on a par exemple énormément de pays asiatiques, de touristes asiatiques qui viennent en France. D'accord ? Donc là, on a véritablement la preuve que le tourisme, ça concerne les populations qui s'enrichissent, qui sont de plus en plus riches. Et surtout, donc là je vous l'ai mis, c'est important ce mot-là, la démocratisation des modes de transport, notamment aériens. La démocratisation, quand on parle de démocratisation de quelque chose, ça veut dire que c'est de plus en plus accessible à tous. D'accord ? Par exemple, depuis, je sais pas, les années 70-80, la télé s'est démocratisée. Avant, tout le monde n'avait pas la télé.
hein. Et puis à un moment, on a démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde a eu accès à la télé. Et bien là, c'est pareil. Aujourd'hui, pour peu qu'on ait un peu d'argent, hein, toujours bien sûr, on peut prendre l'avion. Donc ça permet quand même de se déplacer beaucoup plus facilement, ce qui n'était pas le cas avant. Contrairement aux migrants, et là on fait un rappel avec ce qu'on a vu dans le chapitre d'avant, la plupart des touristes internationaux partent des pays du Nord, souvenez-vous, hein, principalement les migrants venaient des pays du Sud pour aller vers le Nord, et les touristes se déplacent surtout vers d'autres pays du Nord, oui principalement, je suis européen, je vais en Amérique, je suis américain, je vais en Europe, principalement. Et vers les pays du Sud, d'accord? Parce que dans les pays du Sud, on a un fort pouvoir d'achat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis européen, je vais visiter par exemple... je vais au Maghreb, par exemple, où le pouvoir d'achat est un peu plus faible que le nôtre, c'est-à-dire que notre monnaie est un peu plus forte, européen, que la monnaie du Maghreb, et bien ça veut dire que je vais pouvoir acheter des produits moins chers. Je vais pouvoir profiter d'offres d'hôtels, par exemple, qui seraient beaucoup moins chères que si je cherchais un hôtel sur la Côte d'Azur, à Paris, sur la Côte d'Azur, pardon, en France en plein été. D'accord? Donc c'est parce qu'on a des différences entre les pays aussi que les touristes choisissent tel ou tel endroit. D'accord? Donc ça joue. Le développement du pays, le pouvoir d'achat du pays, la monnaie du pays, la situation du pays joue énormément sur les volontés du touriste d'aller à tel ou tel endroit. Enfin, on a des destinations et des pratiques qui se diversifient. Avant, le tourisme, je pense aux années 50, le tourisme c'était aller sur les stations balnéaires françaises, aller à la mer, aller à l'océan. Vraiment. Donc on a d'abord les littoraux ensoleillés, c'est ce que je vous ai mis, qui sont des grands bassins touristiques. Hein. On a la Méditerranée, les Caraïbes, la mer de Chine. Ça, ce sont toujours les espaces les plus attractifs. On y construit des aménagements de séjour, de loisirs et de transport. Hop, Punta Cana. Ça, c'est bon, on a vu. Sauf que ces littoraux, on l'a vu aussi, sont artificialisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a modifiés. Et on les a recréés, modélisés un petit peu de toutes pièces. Souvenez-vous, Punta Cana, on déforeste, on enlève la forêt et on en fait un golfe par exemple. On y met des grandes piscines, un grand hôtel. Et bien tout ça c'est une artificialisation qui vient du mot artificiel qui veut dire construit de toutes pièces pour accueillir le tourisme de masse. Autre exemple dont on n'a pas parlé, mais tous les sommets montagneux, hein, dans les pays du Nord, on va faire du ski, on va faire de la luge, et voilà, tout le tourisme montagnard et le tourisme de sport d'hiver, d'accord, c'est aussi du tourisme de masse. Et donc pour les masses, le tourisme de masse hivernal, c'est ce que je vous ai mis pour l'hiver. Et on a aussi bien sûr de nouvelles pratiques touristiques qui se développent. Moi je vous ai mis l'exemple du tourisme vert au Costa Rica, mais on pourrait en citer plein d'autres, d'accord? Le tourisme, il y en a plein d'autres formes. Enfin, on a vu donc les différents types de tourisme, il faut surtout parler des effets. Souvenez-vous, hein, quand on est en géographie, qu'on étudie un territoire, il faut essayer de comprendre les causes, ça c'est fait, mais il faut comprendre aussi les effets. Quels sont les effets du tourisme sur un territoire? On en a déjà vu pas mal. On les remet ici dans notre trace écrite. Donc bien souvent le tourisme de masse est à l'origine d'une dégradation de l'environnement. Paf, on remet Punta Cana, c'est la réalité, d'accord? On a la disparition des coraux, la disparition des espaces naturels, d'accord? On peut prendre aussi la grande barrière de corail en Australie, extrêmement fragilisée parce qu'on a de nombreux bateaux qui viennent, parce qu'on a de plus en plus de touristes qui viennent et qui dégradent, d'accord, par leur action, les espaces naturels. Surtout, ça on l'avait un petit peu vu aussi avec Punta Cana, les revenus du tourisme. Souvenez-vous, les recettes, c'est-à-dire ce qu'on gagne. Parfois permettent d'améliorer le niveau de vie d'une partie des populations locales. Hein, souvenez-vous, tout le monde ne bénéficie pas des recettes du tourisme. Hein, là, je vous renvoie aussi à Punta Cana. Mais cette ressource reste extrêmement fragile. Il y a des pays qui dépendent très fortement du tourisme. Hein, ce serait le cas pour Punta Cana, par exemple. Hein, ne serait-ce que juste la station, d'accord, vous souvenez-vous, pour le pays. C'est un pourcentage extrêmement important de recettes. Et ben on a des pays qui peuvent avoir des difficultés si les touristes sont moins nombreux. Et là on va prendre l'exemple actuel, coronavirus plus confinement plus interdiction de voyager, de se déplacer. On verra que certains pays, certaines destinations touristiques sont en grande difficulté. Juste à l'échelle française, normalement à cette époque, on a déjà par exemple des réservations dans les campings, des réservations dans les hôtels, par exemple sur la côte atlantique ou sur la Méditerranée. D'accord? Bah là, il n'y a pas de touristes. Et parce qu'il n'y a pas de touristes, ça veut dire que l'hôtel ne fait pas d'argent, ça veut dire que les restaurants alentours ne gagnent pas d'argent, et toutes les activités qui sont autour et qui dépendent du tourisme ne gagnent pas d'argent non plus. Et ça va être une difficulté.
D'accord, donc il faudra qu'on aura un peu de recul dans quelques années. Mais par exemple, la crise sanitaire du coronavirus va avoir des vraies conséquences sur le tourisme et sur des populations qui dépendent du tourisme. Donc voilà un petit peu pour notre mise en perspective. Qu'est-ce qui m'intéressait de montrer? Il fallait surtout montrer que le nombre de touristes, j'y arrive, augmente énormément. D'accord, on est véritablement à un moment où le tourisme explose de plus en plus, ne serait-ce qu'en France, on est le premier pays touristique du monde. Donc vous voyez, c'est nous qui recevons le plus de touristes internationaux. Que les touristes peuvent se déplacer, et ils se déplacent grâce à quoi? Eh bien parce que les transports sont plus accessibles. D'accord, la démocratisation par exemple du transport aérien, de l'avion. Il fallait aussi montrer qu'on avait de nouveaux lieux, d'accord, que le touriste cherche toujours plus à aller voir de nouveaux lieux, de nouveaux espaces. Je vous avais cité en début de vidéo, par exemple, mais les touristes veulent aller voir les aurores boréales au pôle Nord. Ça se faisait pas du tout il y a quelques années. Maintenant ça se fait. On fait des croisières, on va voir les baleines au pôle Nord, on va voir les aurores boréales. Ce qui pose bien entendu un problème d'un point de vue environnemental. Mettre des énormes paquebots de croisière au pôle Nord entraîne, d'accord, et accélère la fonte des glaciers, la dégradation de l'environnement. Donc le tourisme, ça crée des recettes, ça crée de l'argent, ça crée une attractivité, ça développe parfois même un pays, beaucoup. Mais ça a des conséquences, d'accord? Les flux touristiques ont des conséquences assez importantes, d'accord, sur l'environnement, sur les populations. Donc voilà pour ce chapitre. La semaine prochaine, on fera des petits exercices et on mettra un petit peu tout ce qu'on a vu en pratique. Mais voilà principalement pour la mise en perspective sur ce chapitre.